Là, ça va? Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Et Oui. allô? Bonjour. Ah, voilà. OK, donc tout va bien. Plus C'est stable. vraiment nul, mais je suis comme toi le moins possible. Est-ce que tout Euh, va bien? Est-ce Tout que va bien, mais là, ça vient de geler quand tu as touché à ton fil. Ne touche pas à ton fil. je touche plus à rien? Je touche pas à rien. OK, donc c'était super intéressant. On a parlé, je voulais juste répéter parce que on a parlé de ton livre Bon stress, bad stress pour avoir la base dans l'alimentation suite à l'émission qu'on a diffusée il y Absolument a d'accord. 2 jours. Oui. Et tu as donné 3 références, Super Immunité, Big Man, puis Winston Price. Winston Price, vous pouvez trouver le site web, parce que le bouquin, il y a bonne chance pour le trouver, c'est 1930, mais sur le site de la Winston Price Foundation, la Fondation Price, vous allez trouver plein de choses, des travaux de Mme Mary Enig, entre autres, qui est la pionnière qui a pointé du doigt les gras trans. Écoute, ça y a pris genre 20 ou 30 ans à réussir à se faire entendre, là. Mais elle avait vu ça dès le début, elle. Ben, dès le début, non, parce que ça date de 1910. Mais elle a vu ça, puis ça a pris, tu sais, tout son travail depuis les années 70 aux années 80 avant qu'on dise ah, les gras trans, c'est dangereux. Tu sais, il y a une belle petite phrase que j'aime beaucoup qui rallie à peu près tout le monde. La nature ne fait pas de mauvais gras. Les usines les font. Hmm, OK, mais merci. là-dedans, parce que, tu sais, comme l'huile TCM, c'est quand même C'est une mécaniquement. fraction, OK? Tu as OK, raison. C'est l'huile de coco qu'on va fractionner. Mais outre le principe de désodorisation puis de fractionnement, le fractionnement, c'est quoi? C'est un peu un principe de filtration. On fait la même affaire dans le pétrole en passant. Quand tu achètes ton essence à haut indice d'octane, on a craqué, on a fractionné pour que tu aies plusieurs de cette longueur-là, de 8 carbone de long, et moins des autres. C'est la même chose qu'on fait là. C'est un principe mécanico-physique. Tu n'es pas dans la désodorisation chimique, tu n'es pas dans le processus à haute température, tu n'es pas du tout dans le même monde. OK. Puis de façon sarcastique, je dis aux gens, vous essayez de me faire dans votre cuisine de l'huile de maïs ou de l'huile de soya, vous ne serez jamais capable. Ça va faire de la boîte. Prenez du coco, prenez des noix, prenez des olives. Avec un mortier, vous allez faire quelque chose qui ressemble à de l'huile. Elle ne sera pas claire, mais ça va être huileux. Alors, tout le principe est là. Dans la tradition alimentaire, ça, j'aime ça, Winston Price, qui dit, peu importe la tradition, leur tradition, ça fait des milliers d'années qu'ils ont évolué et ils mangent comme ça dans leur milieu, ils sont en santé. Donc, ils sont adaptés, puis vice-versa. Alors, toutes les traditions ont leur corps gras, leurs aliments, puis les deux corps gras les plus, si on reste dans le monde végétal, les plus historiques, c'est l'huile de coco d'un côté, puis l'huile d'olive de l'autre bord. Tu peux OK. rajouter l'huile de palme, mais à cause du désastre écologique que ça implique, tu fais comme, j'aime mieux pas aller là. Et juste pour revenir à l'huile de coco, donc l'huile TCM, on a fractionné Ouais, pour que ça soit plus rapidement, que ça soit disponible pour le corps, pour que le corps puisse l'utiliser rapidement et c'est une façon de l'expliquer, oui. Tu peux le voir autrement, c'est que les gras sont métabolisés par différentes façons. Par exemple, tu peux brûler dans tes cellules le gras directement en fait d'énergie. Tu peux les passer au foie à faire ce qu'on appelle des cétones, ce qui va être intéressant au niveau anti-inflammatoire, au niveau neurologique, blablabla. ah, Et les MCT ou les TCM, les triglycérides à chaîne moyenne, parce qu'ils sont plus courts, passent dans cette deuxième voie-là. Ils sont plus efficaces pour faire des cétones. Donc, en termes d'énergie, c'est plus énergisant cette huile-là que n'importe quelle autre. Par contre, en termes nutritionnels, c'est creux, parce que c'est une chose. oui, Tu n'as pas tout le reste, là. non, non, on s'entend. Puis attends un petit peu, je vais te le résumer, moi, ce que t'aimes. Cool. Attends, mais OK, les cétones, juste pour se rappeler, et parce que tu as dit, donc, l'huile qui est transformée dans le foie, c'est comme ça que tu dis C'est ça? que les acides gras que tu manges, peu importe d'où ils Ouais, viennent, ils ouais. passent dans ton système digestif, ils passent par la veine porte, se ramassent au foie, puis là, il y a un dispatch. Il y a quelqu'un qui dit, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Alors, par exemple, tes transporteurs dans ton sang, on les appelle les kilomicrons, vont aller transporter du gras vers tes cellules, puis là, tes cellules peuvent les utiliser directement. Alors, tu as des métabolisateurs comme moi qui sont efficaces pour cette affaire-là et moins pour faire des cétones. L'autre voie métabolique, ça arrive au foie, le dispatch dit OK, je te brûle tout de suite, je crée une petite molécule soluble dans l'eau qui, elle, va passer plus vite partout, ça s'appelle les cétones, puis hop, ça passe dans le sang. Puis,
le BHB, là, bêta-hydroxybutyrate, l'acétone qui m'intéresse, moi je l'appelle Bob, bêta-hydroxybutyrate, Bob. OK. OK. Et Bob se promène plus vite que le gras. Alors, tu peux avoir un taux de cétone plus élevé, ça allume le cerveau, ça donne de l'énergie, etc., etc. Puis, si tu étais en jeûne, situation dramatiquement opposée, là, carrément l'opposé, il n'y a plus rien qui rentre. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, puis là, c'est vrai pour n'importe qui. Après X heures, tes réserves de glucides, ton glycogène, tout fini. Tes réserves alimentaires, tu les as tout brûlées. Parce que tu n'as pas de réserve. Qu'est-ce qui se passe? Ton corps est obligé d'aller chercher tes réserves de gras. Et là, il devient super efficace à faire des cétones. Et là, c'est pour ça que tous les gens qui font des jeûnes au-delà des effets secondaires que tu peux avoir disent toute la même chose. Après un certain temps, j'ai une énergie que j'ai jamais eue. Ben ça, c'est les cétones. Ça. OK, qu'on peut aller chercher en prenant de l'huile TCM, mais à petite dose. C'est une idée de... C'est ça. Les petites doses, parce que ces huiles-là étant très concentrées, il y a ce qu'on appelle un plafond d'absorption. Ton intestin a une limite. Oui. Et c'est là où si tu en prends trop, exactement, ça peut avoir un petit effet laxatif pas plaisant. Là. Fait que doucement la pédale. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit que ça l'aidait, elle en prend régulièrement, puis elle a dit que ça l'aidait au niveau de son système digestif, justement. Absolument, donc, tout à fait. C'est un effet secondaire, il n'est pas nécessairement négatif. Le fait de manger plus de gras va aider énormément de gens qui sont constipés chroniques depuis toujours. Parce qu'on a toujours le même discours, tu sais, eau, fibre, eau, fibre. Oui, mais si moi, ça ne marche pas, puis c'est toujours, tu as entendu souvent ma marotte, c'est comme si ce que tu fais ne marche pas, pense autrement. Oui, et on va y arriver à ça aussi, OK? Il y a tellement de choses à dire. Mais les gras, effectivement, quelqu'un qui a des problèmes de digestion, les gras, c'est une bonne idée. Tu en as déjà parlé. Le mouvement, c'est une bonne idée de bouger. Exactement. Ah oui, tout à fait. Il y a 8 critères, tu sais, depuis la quantité d'eau, la quantité de fibres, la quantité de mouvement, ça c'est classique, la quantité de bactéries, aliments fermentés probiotiques, la quantité de gras, parce que ça peut avoir un effet lubrifiant. Et là, tu rajoutes le niveau de stress. Tu rajoutes le conditionnement. Combien de personnes, surtout des femmes, ne se donnent pas le droit d'aller à la selle en dehors de chez eux? Conditionnement. Puis le dernier, c'est la position. Absolument. On est assis bien droit dans le nord-américain, un bel truc en porcelaine, super cute. Mais, d'ailleurs, ça m'a fait une œuvre d'art, hein, le ready-made. Mais toujours est-il que ça, historiquement, l'être humain, m'excuse, mais il fait ses besoins accroupis. Alors, il y a quelque chose dans la position du bassin qui n'est pas la bonne. Alors, ça peut être un truc pour quelqu'un qui a un problème. Mets-toi un petit tabouret, des petits cubes. Si tu fais du yoga, mets tes petits cubes de yoga. Lève tes genoux. Tu vas être plus proche de la position accroupie. C'est confortable. Puis là, donc, ça marche mieux. C'est important. J'ai hâte qu'on arrive aux dérivés de pétrole parce que j'ai appris quelque chose. Mais donc, on y arrive tout de suite après, mais j'aimerais ça juste qu'on parle des fibres. Parce que pour moi, c'est important. Pour moi, justement, un beau mouvement passe par une quantité de fibres intelligentes. Parce que, tu sais, quand tu as parlé des dents, là, moi, ma dentiste me fait remarquer aussi qu'on mange mou et transformé. Donc, ça changeait aussi l'apparence. Le muscle le plus fort du corps, OK? Le masséter, lui, là, c'est le plus fort du corps. C'est celui qui a le plus de puissance par volume. Tu sais, on dit toujours les muscles les plus forts, c'est les muscles des cuisses, mais ils sont immenses. Ça, c'est tout petit, tout petit. Puis ça te broie des noix, cette affaire-là. Et dans notre alimentation moderne, puis là, quand je dis moderne, là, je me mets déjà à l'époque des Romains. Okay? Donc, il y a longtemps, on a développé une alimentation facile à manger. On pense aux farines, on pense à toutes sortes de choses, et on mastique très peu. Mais toi, avant l'arrivée de l'agriculture, il y a longtemps, là, 12 000 ans, là, tu t'imagines que les gens mangeaient quoi? C'était des chasseurs-cueilleurs. Au niveau des végétaux qu'ils pouvaient cultiver avant l'agriculture, c'était des racines. Et des racines qui n'ont pas évolué avec les 12 000 ans d'hybridation pour avoir énormément de nutrition. C'était dur, c'était fibreux. Fait que tout l'appareil mandibulatoire, le masticateur, était beaucoup plus carré, beaucoup plus fort. Et nous, avec notre alimentation très raffinée, puis comme je dis, je remonte longtemps dans le temps, bien là, tu vois le faciès contemporain, là, puis là, tu arrives avec l'alimentation industrialisée où on mange mou, raffiné, on boit plus qu'on mange, bien là, tu vois la face qui est étrécie, génération après génération. Alors, donc, il y a vraiment un effet de « je ne stimule pas une fonction, je suis en train de la perdre ».
Donc, pour moi, les fibres, c'est important. Il y a différents types de fibres. Et les fibres, tu sais, mucilage, des fibres, tu sais, qui vont Oui. passer comme le balai des fibres de fruits, de légumes. Mais tu disais que c'était pas nécessaire. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, OK, les fibres sont utiles. Oui. Tout le monde va être d'accord. Par contre, sont-elles nécessaires? Et c'est là qu'il y a une controverse. La quantité d'informations de gens qui prônent ça, c'est la grande, grande majorité. On va même parler d'un consensus. OK? J'aime pas ce mot-là, mais c'est la réalité. Tout le monde dit les fibres, c'est important. Par contre, tu as des cas de gens qui ne mangent pas de fibres, mais pas du tout, et qui ont des selles tout à fait parfaites, qui ont un mouvement tous les jours, il n'y a pas de constipation, le volume est là, tout va bien. Les enfants qui mangent céto pour l'épilepsie, ils mangent virtuellement pas de fibres. Et la grande majorité, la constipation n'est pas un problème. Alors, c'est là où tu fais, attends une minute là, de ce qu'on dit qui doit être vrai, est-il vrai pour tout le monde? Parfait. C'est encore ma petite marotte. Là. Reviens à l'individu. Alors, c'est vrai, les fibres sont importantes, puis je suis le premier à le dire. Mais je vais surtout dire, assure-toi d'avoir des aliments, principalement les légumes, le ratio nutrition, densité versus glycémie, plus intéressant que les fruits où tu as encore nutrition, antioxydants, couleur, mais trop de sucre dans bien des cas. Et c'est là où il faut jouer de l'équilibre et prendre son intelligence, dire qu'est-ce qui est meilleur pour moi. Et on peut aussi rajouter des fibres de plantes et les fibres de psyllium, les fibres d'acacia. Ben, vois-tu, ça, c'est tout à fait intéressant pour la grande majorité des gens. Tu rajoutes dans l'équation des gens qui ont l'intestin irritable, moi. Et là, tu me fous du psyllium dans le ventre et là, je ballonne. Je ne suis pas heureux. Alors, il faut donc adapter à ma réalité et ne pas extrapoler ma réalité à celle des autres. Puis ça, c'est le grand défi de beaucoup d'auteurs, beaucoup d'experts qui ont une vision du monde. Puis, si tu ne fites pas dedans, c'est de ta faute. Discours public actuel. Il y a certaines personnes pour qui, par contre, des mucilages comme ça, même s'ils ont des problèmes au niveau des parois intestinales, tout ça, ça leur fait du bien. Absolument d'accord. Okay. Puis, tu sais, tu as parlé de la gomme d'acacia. Moi, c'est peut-être la fibre que j'aime le plus à recommander pour une raison. Un, c'est pas un bon laxatif de masse. OK? C'est pas vrai que ça gonfle beaucoup, beaucoup. Ça gonfle, mais si tu la mets dans l'eau, la fibre d'acacia pure, ton eau, elle a presque pas de texture, elle est transparente, elle goûte rien, tu as l'impression d'avoir dissous rien dedans. Par contre, au niveau de l'intestinal, c'est ce qu'on appelle une gomme. Alors, chimiquement, une fibre, c'est une chaîne de glucose ou de fructose. OK? C'est une chaîne. Et dépendant de la longueur, elle va être hydratable ou pas, elle va être soluble ou pas, parce que si elle est très complexe, elle va être dure, le son de blé. Si elle est plus courte, elle va s'hydrater, ça va donner le mucilage de psyllium, de guimauve, si tu veux. Et la gomme, les gommes dans le monde végétal, au lieu d'être une chaîne linéaire, c'est un arbre. Alors, au niveau de ton intestin, ça ballonne pas beaucoup. C'est vraiment comme un arbre, un arborescent. Tu penses à un petit arbre ou une plante, puis... Et ça, au niveau intestinal, c'est génial parce que ça a un effet nappant pour l'intestin. Ça a un effet prébiotique parce qu'il y a certaines bactéries qui vont être capables de manger les bouts de chacune des fibres, mais au total, ça fermente virtuellement pas. Mais alors, c'est adoucissant. Les fibres de psyllium aussi, ce sont des prébiotiques. Oui, toutes les fibres solubles. OK? Toutes. Les fibres, depuis la graine de lin, la graine de chia, tout ce beau monde-là, quelque part, ça va avoir un effet prébiotique. À l'opposé, par contre, si tu veux raffiner la notion de prébiotique, bien là, on va te parler de substances spécifiques, les FOS, les GOS, les GA, qui sont des fibres spécifiques. L'inuline, que tu retrouves dans la chicorée, on va la couper en petits morceaux, on va aller chercher une fibre beaucoup plus courte, on va appeler les FOS fructo-oligosaccharides, oligo pas nombreux. Et là, quand tu as 4, 5, 6 fructoses en ligne, ton corps ne le prend pas comme du fructose, il le prend comme une fibre. Et là, tes bactéries l'adorent. Puis là, ça ne ballonne presque pas. Par contre, l'inuline que tu retrouves dans le chicorée, dans le topinambour, avec 65 molécules, oh, là, ça ballonne. Si ça fonctionne, par exemple, les fibres de psyllium, on continue avec les fibres de psyllium. Mais si ça va bien, ça va bien. Quelqu'un qui ça ne fonctionne pas, les fibres d'acacia, c'est une bonne idée. Exact. Puis l'hibiscus, pourquoi tu aimes l'hibiscus déjà, Jean-Yves? Oui, ma plante fétiche. Ben, tiens. Jean-Yves a toujours une salière à côté de lui. Non, c'est pas la salière, là. Je veux vous montrer. J'espère qu'avec la caméra, je vais être capable de vous montrer. Ça va être difficile, ça. Voyez-vous l'affaire dans ma main, là? Wow. OK? C'est des calices d'hibiscus sabdarifa, en tout cas, sabdarifa, voilà.
c'est un petit cousin de l'hibiscus qu'on a en pot ou qu'on retrouve dans les resorts dans le sud. Là. C'est son petit cousin, il fait des grosses fleurs rouges et c'est les fleurs qu'on cueille. Okay? C'est le calice lui-même. Et ça, pourquoi je tripe sur cette fleur-là? Et ça, depuis des années avant même qu'on en parle, en Afrique, on fait une boisson qui s'appelle le bissap avec ça. Okay. Alors, on prend les feuilles, les fleurs, on les fait bouillir avec beaucoup de sucre, ça donne une espèce de sirop bien trop sucré. Mais la fleur, juste en infusion, va aller dégager un paquet de polyphénols, des molécules rouges qui ont des effets antioxydants, aident au niveau du système cardiovasculaire, on appelle la dysfonction endothéliale, va avoir des impacts au niveau de la prévention des infections urinaires et j'en passe. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'hibiscus, ça coûte rien. Le problème, c'est que c'est très mal distribué. Moi, je préfère l'acheter en vrac. Tous ceux qui boivent des tisanes en sachet, quand elle est rosée, c'est qu'on a mis de l'hibiscus dedans pour avoir la couleur. Souvent, c'est toujours plate, c'est comme transparent, moche. On met du rouge. Ah, c'est beau. Là, ben, tu peux l'acheter, puis moi, je le prends concentré sur sa grosse poignée. Puis quand je donne ma recette, les gens font OK, c'est pas précis, là. C'est des poignées et des pincées, mon affaire. Je suis pas dans la précision. Mais je me fais, tu sais, 1,5 litre, 2 litres, puis je bois une tasse à la fois, chaud ou froid. Genre un bodum. Tu fais un bodum. En fait, j'ai une grosse théière en métal que je remplis. Puis dans ma bouilloire, j'ai 1,7 litres, fait que c'est mon volume. C'est très précis pour l'affaire. Puis si on en prend comme, tu sais, une bulle, là, l'hibiscus, est-ce qu'on va avoir aussi ces antioxydants? Absolument. Absolument. C'est pas une plante qui va vieillir rapidement. Tu veux l'exemple de la plante parfaite pour vieillir trop vite, c'est le basilic. Le basilic frais versus le basilic séché, c'est pas le même goût, c'est pas les mêmes molécules, ils ont changé dans le temps. Puis le basilic séché, un an plus tard, il ne goûte plus rien. L'hibiscus se conserve beaucoup plus longtemps. Quelqu'un demande si on peut mélanger avec du chaga, j'imagine. Ben oui. Le chaga, j'ai une réserve. Autant j'adore ce champignon-là, une réserve, on ne mange pas le chaga. Même si tu savais le nombre de personnes qui prennent la poudre, tu mets ça dans des muffins, là, puis là, ils ont mal au ventre. Dans le chaga, il y a des molécules intéressantes, mais il y a aussi de la lignine, comme dans le bois. On n'est pas fait pour manger ça. Fait que faites une infusion, voire même une décoction, vous pouvez même faire ça. Alors, soit qu'on la fait infuser à l'eau froide, à l'eau chaude, ou on fait bouillir légèrement. Les deux sont corrects. Vous allez chercher des molécules intéressantes, ça se boit, ça se mange pas. J'aime beaucoup notre chimiste que tu connais maintenant parce qu'elle a rajouté... Sylvie! Oui, elle a rajouté... Elle est brillante, cette femme-là. J'espère qu'elle nous écoute, là, parce que j'apprécie ses échanges. Juste qu'elle est brillante, cette fille-là. J'aime être au milieu de vous, là. Mais de l'hibiscus, elle a rajouté de l'hibiscus comme ça dans les affaires qui est non reconnu médicalement, là, au niveau de... Mais là, c'est pas important, ce bout-là. Là. C'est quand tu prépares un produit, là, c'est le bout où moi, je m'amuse. Là. Quand je conçois un produit, tu as des trucs qui vont servir, on appelle ça des ingrédients principaux, qui vont servir à l'allégation que tu veux avoir. Mettons que je veux mettre un truc pour l'immunité, puis je vais penser mettre de l'astragale dedans. L'astragale d'une plante chinoise qui fonctionne très bien, blablabla, toute la documentation, les dosages. Mais là, tu fais, oui, mais c'est moche. J'aimerais un produit un petit peu différent en infusion. Pourquoi je ne mettrais pas de l'hibiscus? Je ne peux pas te dire qu'il est bon pour l'immunité, mais je sais que les polyphénols, ils goûtent bon, ils ont des effets intéressants, puis ça va complémenter. Fait que tu mets ça dans ta formule, tu demandes à Santé Canada, puis l'hibiscus devient un agent inerte. De quasi comme pour combler, pour... Exactement. Mais tu le sais, toi, comme formulateur, qu'il y a un bénéfice. Mais tu n'as pas besoin de dire à tout le monde, regarde, c'est de l'hibiscus que tu prends. Non, c'est de l'astragale que tu prends. C'est comme par hasard, j'ai mis l'hibiscus, c'est le fun. Tu sais? Et c'est pour ça que tu avais aimé le mélange qu'elle a proposé avec le psyllium hibiscus. Ben oui, c'est chouette, ça. OK. Revenons aux dérivés de pétrole. Ouais. Jean-Yves, Quel débat. Il y en a dans les bonbons. Ben oui. Et c'est pas reconnu comme toxique, donc l'huile... OK, bon, là, je t'amène dans un autre monde qui s'appelle la toxicologie. Quand on parle de toxicologie, et c'est, entre parenthèses, une des raisons pour laquelle les OGM méritent tellement, parce qu'on a escamoté ce bout-là, quand on a une substance qui n'est pas fondamentalement alimentaire, normalement, les agences réglementaires vont demander un paquet d'études chez l'animal pour prouver que ta substance n'est pas dangereuse avant même de regarder le dossier. Alors, par exemple, le dosage aigu, on appelle ça la DL50 ou la LD, la dose létale qui tue 50% des animaux. Me l'as-tu trouvé ou pas? La deuxième étape, c'est
ça va être irritant pour un paquet de monde, mais je vous donne le processus. Après ça, toujours chez les rongeurs, la toxicité subchronique, 3 mois chez la souris. On y en donne une dose pas dangereuse, parce qu'on l'a évalué dans le premier. Puis là, on regarde, on euthanasie, on autopsie. Y a-t-il des dommages au cerveau, au foie, aux reins, etc., au surrénal? OK? Ça va? Dosage chronique, c'est-à-dire à la vie de l'animal. Exemple, on a fait ça avec la valériane chez des rats sur 3 générations où il y avait de la valériane dans leur bouffe pendant 3 générations et on n'a pas vu d'effet chez le fœtus. Ah, wow! Ça m'intéresse. Bon, mais quand tu parles de toxicologie, ça, c'est la grosse base. Et pour beaucoup de substances, c'est pour ça que les écologistes sont tellement en rogne par rapport aux autorités, c'est pas fait. Exemple, le BPA dans tes plastiques, ou le BPA, B, C, D, E, Z, si tu veux, là, les biphényles, toutes sortes d'affaires, qui sont les agents polymérisants qui font ton plastique, ben, ils se libèrent avec la lumière, avec toutes sortes de choses, et dans l'environnement, ont des rôles perturbateurs hormonaux, ont des rôles potentiellement cancérigènes, blablabla, augmentent l'infertilité, toutes sortes de choses. Donc, si, je veux juste faire Vas-y. Que lorsqu'on fait cuire, par exemple, dans un truc de plastique, dans un micro-ondes, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Il y a des enveloppements de plastique, par exemple, si on met ça sur du fromage, par exemple, le fromage, les corps gras vont aller chercher. Les corps gras ont plus tendance à aller, bon, le terme anglais c'est leach, aller tirer les substances lipophiles. Et les BPA, BPZ sont lipophiles. Faites attention au plastique marqué sans BPA parce qu'il y a du BP d'autres choses dedans. C'est du plastique. Oui, on est pris dans une société où la facilité est tellement importante qu'on oublie de regarder d'autres choses. Et que transporter ces choses dans un pot en verre, tu sais, bravo d'ailleurs, tes bouteilles sont en vitre, oui. Ça a le défaut que ça casse. Ça a le défaut que c'est pesant. Mais ça a la qualité que c'est inerte. On prend des trucs en verre depuis l'époque où on souffle le verre, puis là, tu es chez les Romains et chez les Grecs. Ça fait longtemps. Puis même chez les Romains, on avait du cristal de plomb qui rendait le monde cinglé. Puis ça a pris l'époque de Louis XIV à peu près pour qu'on comprenne que le cristal de plomb, même s'il est bien beau, transparent, il n'est pas bon pour la santé. Mais ça, c'est une autre histoire. OK. Donc, Jean-Yves prépare des formulations de poudre, de immunitaires et tout ça. Puis là, il était intéressé par certains ingrédients. Puis là, on se rend compte que l'ingrédient, il est enrobé d'huile minérale. Bon, donc, le problème que tu touches, c'est que dans le cas de cette substance-là, qu'on va finalement, à moins que ton fournisseur me trouve un autre fournisseur, là, un autre producteur de la matière première, c'est que quand tu veux formuler un truc qui est en poudre, en capsule, on s'en contrefou parce qu'en capsule, tu ne le goûtes pas. Mais en poudre, dans de l'eau, ça goûte. Alors, prenez, on l'a tous déjà fait à un moment donné, une tasse de thé où ton thé a infusé trop longtemps. Il est plus concentré, il y a les molécules bénéfiques plus intéressantes, il y a un paquet de tanins qui sont sortis, et là, ça goûte là, super astringent. Bien, il y a plein des molécules intéressantes qui ont ces effets-là de saveur astringente. Tu ne veux pas dans une poudre. Alors, les compagnies ont développé ce qu'on appelle de la micro-encapsulation. Alors, tu prends tes molécules, tu les enrobes un peu comme un petit bonbon, et là, ils passent tout droit, puis ils ne goûtent pas. Ouais, mais pour faire ta petite bulle, là, ça te prend quelque chose. Et c'est là où, dans le monde naturel, tu es un peu limité. Et là, on va, puis dans beaucoup de bonbons, tu vas trouver ces choses-là, on va mettre de l'huile minérale. Pour une raison, elle est très stable, elle ne change pas avec la température, l'humidité, etc., mais elle va permettre d'avoir quelque chose qui enrobe de façon très efficace le granule. Oui, mais c'est de l'huile minérale. Alors, en termes de toxicologie, on a évalué le seuil, parce qu'il n'y a pas très longtemps, puis encore en pharmacie, tu peux trouver de l'huile minérale, c'est marqué laxatif dessus. Hein? Fait que tu peux prendre ça à cuillère à soupe. Il y a des défauts, là, mais là, tu fais comme, attends une minute, là. Est-ce qu'il y a un risque pour la santé ou c'est juste théorique, cette affaire-là? Alors, on l'a évalué. Et on est arrivé avec une dose, puis dépendant, vois-tu, Sylvie, puis moi, on n'a pas trouvé la même dose, dépendant de la recherche. Moi, je suis arrivé à 2 mg par kilo, elle est arrivée à 1, ou vice-versa. Moi, c'est 1, puis elle, c'est 2. Toujours est-il que, OK, 2 mg par kilo, je prends une personne de 50 kg, 110 livres, donc une petite femme, ça ferait 2 mg par kilo, 50 kilos, ça fait 100 mg par jour, ce serait la dose minimale avant d'avoir un effet. Ah, mais ça reste une huile minérale pareille. Est-ce que j'ai une notion d'accumulation dans le corps?
Il y a un doute là. Est-ce qu'il y a une notion d'atteinte des enzymes? Je t'ai parlé tantôt des gras trans qui ont eu 80 ans d'historique avant que quelqu'un décide quelque part que c'est pas bon. Parce qu'on avait trouvé. On le savait avant. C'est le tabac. Ça a pris 50 ans avant qu'on accepte que c'est dangereux. Toujours est-il que l'huile minérale, ça reste une substance qui a un seuil de toxicité, mais sérieusement, dans un monde où tu cherches à être le plus naturel possible, le plus bénéfique. Pourquoi tu mets cette substance-là? Et on s'entend qu'un dérivé de pétrole, une huile minérale, il me semble que ça ne devrait pas être mangé. Je suis d'accord avec toi. On ne devrait pas mettre ça dans des bonbons non plus. Je suis d'accord avec toi. Écoute, dans tout ce qui est, je ne veux pas mettre le mot, là, mais tout ce qui est gommise, tu sais, trucs mâchables, sucrés. Pas nécessairement les suppléments faits comme ça, parce qu'il y en a qui sont faits végés, qui sont super bien faits. Mais il y en a d'autres où tu regardes la formule, tu parles, les colorants qu'il y a dedans, les émulsionnants comme cette affaire-là, tu fais comme, ben oui, mais ça ne devrait jamais aller dans la bouffe du monde. Et pourtant, ça se vend plein des dépanneurs et des cinémas. Tu peux-tu rappeler que les gommises, les vitamines en gommises, qu'il n'y a pas grand-chose? C'est une farce. OK, c'est une farce, merci. OK? Ça, là, les gommises, c'est un gadget marketing. Ça se vend comme des petits pains chauds. Toutes les compagnies salivent en regardant ça, parce que ceux qui en ont sorti font une fortune. Mais tu regardes les dosages que tu peux mettre dans cette petite mousse de bébelle-là, c'est infime. Fait qu'une multivitamine de gommises, tu regardes ben oui, mais pourquoi je prends ça? Ça ne sert à rien. Dans certains cas, tu peux faire une vitamine D là-dedans. Parce que la vitamine D, c'est en microgrammes. OK, passe. Mais il y a bien des choses, je ne regarde jamais le dosage qui est intéressant. Pourquoi même le faire? Alors là, ben là, c'est toujours le département de marketing qui va dire, oui, mais ça se vend. Ben, je sais, mais thérapeutiquement, ça ne vaut rien. C'est pas grave, ça se vend. C'est eux qui gagnent. Youpi! J'ai demandé la question, moi, il y a un peu plus d'un an, si on se lançait là-dedans pour les vitamines, tu as dit non, il n'y a rien là-dedans. Je dis OK, parfait, on passe à autre chose. Ben c'est ça, parce que toi, tu as développé un créneau d'excellence, tu as une vision des choses qui est, je vais utiliser le mot rigide, pas dans le sens négatif du terme, dans le sens, tu as des valeurs, tu y tiens. Les gommises ne répondent pas à ça. Donc, ta décision, c'est j'en veux pas. Exactement. Par contre, mets ça dans une compagnie juste à côté qui a moins cette idée solide, je veux ça. Hey, ça se vend, cool, on fait de l'argent vite. C'est horrible. Je veux juste revenir, tu sais, l'idée du plastique qui va chercher le gras. Quand on se fait des boissons avec du collagène ou du verre, moi, ça me... Je ne vais pas mettre la sauce à salade dans un pot de plastique parce que là, c'est du gras. Mais si je pars avec un shake de protéines ou un shake de... Tu sais, je vire pas folle là, non plus. Tu sais, avec bon, là, c'est le gros bon sens qui embarque. Il est vrai que la chaleur et l'huile vont aller tirer sur ton plastique plus efficacement. Le temps de contact est important. Ta bouteille d'eau que tu achètes au dépanneur qui a été au soleil pendant, tu sais, puis qui a été faite il y a 6 mois, pose-toi des questions. Par contre, si tu as un shake avec un couvercle et un petit ressort en dedans que tu brasses, puis tu vas le boire en dedans de 20 minutes, je m'en fous. Parfait. OK. Je suis contente parce qu'il y a quelques personnes qui avaient peur. Bon, oui, mon pain se mange froid très, très bien. Et on le voit dans l'émission, mais dans l'émission, ça n'avait pas été moulu. Tu sais, si on moud toutes les noix, ça devient un pain beaucoup plus agréable à regarder et à manger qu'un avec tous des morceaux dedans. Là. Oui, vois-tu, chez moi, dans ma cuisine, on ne l'a pas fait encore avec les noix moulues, on le fait, mais moi, je mets des œufs, toi, t'en mets pas, là. Puis ça fait vraiment un pain super solide, tu fais des tranches minces, puis c'est génial avec n'importe quoi dessus, là, comme, tu sais, c'est le bonheur dans l'assiette. Avec un bon gras dessus. Avec ce que tu veux, en fait, oui. Bon, alors, l'alimentation, on résume, là, tu sais, essayer de comprendre qu'on met, tu sais, de comprendre notre assiette dans le fond. Il y a beaucoup de glucides et on essaie de diminuer. Tu sais, tu parlais de 30 glucides à peu près par repas. C'est souvent, tu sais, si tu regardes si tu veux renverser la résistance à l'insuline, qui va se présenter avec deux pôles. D'un côté, c'est le gain de poids, qui augmente tout le temps. Abdominal surtout, qui, une fois exacerbé, peut donner l'obésité ou le diabète. Mais de l'autre bord, des gens comme moi qui n'avaient pas de problème de tour de taille, c'est l'hypoglycémie qui apparaît. Où là, ton insuline est tellement forte que tu te ramasses dans le trou, puis au bout d'une heure et demie après, tu veux arracher la tête du monde. C'est les deux pôles, ça. Okay. Mais il y a toujours de trucs entre les deux. Il y a un cardiologue que j'aime beaucoup en Angleterre qui s'appelle Asim Malhotra. Malhotra.
qui a eu son émission de TV pendant longtemps et ce qu'il faisait, il rentrait chez les gens, puis parlait d'habitudes de vie, puis allait les revoir 3 à 6 mois plus tard pour voir comment leur maladie allait mieux. Puis il y avait des résultats extraordinaires. Il est très controversé parce qu'il tient un discours comme le mien et non le discours auquel on est habitué. Et il dit une chose que j'adore. Il a dit 2 choses que j'adore. La première, c'est il n'y a pas de poids santé. Il n'y a qu'une santé métabolique. Ha! J'aime ça. Okay? Il y a des gens qui ont l'air en santé. Faites attention aux magazines pour photos photoshopées. Là. Ils sont minces, ils ont l'air en santé, mais si tu prenais leurs paramètres sanguins, leur pourcentage de gras, ils ne sont vraiment pas en santé. Tu as des gens qui sont chubby, tu prends tous les paramètres, c'est parfait. C'est comme, OK, soyons en santé métabolique. L'autre, puis ça aussi, il va dans le même sens que Dr Junot, que des gens d'ici, c'est pas vrai que c'est les vieux qui coûtent cher. C'est pas vrai que c'est le fait de vieillir dans notre société qui coûte cher au système de santé. C'est la santé métabolique. Parce que en vieillissant, ton contrôle naturel de ton métabolisme devient de plus en plus flou. Alors, si tu manges mal, tu es en mauvaise santé métabolique, ce que je disais au départ, la résistance à l'insuline, blablabla, tout ce monde-là. Et là, tu développes toutes les foutues maladies qu'on a dans notre société, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, l'arthrite, etc. Et le facteur de risque de l'âge est secondaire à la mauvaise santé métabolique. Mais tu as des gens qui ont 100 ans, qui sont en parfaite santé métabolique. Et tu faisais remarquer, parce que sans virer fou, juste se rendre compte que, par exemple, dans les déjeuners de nos enfants qui vont aussi avoir des pics, puis après ça, des descentes, parce que leur déjeuner, ça va être du pain, des céréales, du jus. Et donc, juste des glucides. Alors que, juste de réaliser, et les glucides ne sont pas nécessairement sucrés. J'ai aimé ça quand tu as dit ça. Donc, du pain, du riz, des pâtes. Malheureusement, les féculents, comme les patates, rentrent là-dedans aussi. Absolument. Mais maintenant, parce que dans une de nos soupes, nous, on, on a une patate, mettons, qui rentre dans puis, mais je la fais cuire avant, réfrigérer. Refroidir, tu viens de changer ton amidon. Caro dit, il devient au ralenti. Oui, le métabolisme ralentit avec l'âge, c'est très vrai. Par contre, il n'y a rien qui oblige ça. Exactement. On peut l'accélérer, notre métabolisme, à tout âge. Merci, et on va en parler, j'y arrive. Mais moi, j'ai justement eu des prises sanguines, tout ça pour les assurances. Puis apparemment que je suis une championne, que j'ai un profil de jeune fille. Cool. C'est merveilleux. Donc, on va en parler, accélérer le métabolisme, j'aime ça. Et tu sais, les légumineuses aussi, on les fait tremper avec du kombu, on les fait, en tout cas, on fait tout ce qu'il faut. Donc, essayez de penser à mettre des protéines dans l'assiette de nos enfants, dans nos assiettes. Les protéines, c'est bon pour la masse musculaire, mais c'est aussi des blocs de construction. C'est ça. Bon, à la base, tu as trois grands macronutriments. Donc, les nutriments, quand on prend les aliments, on les divise chimiquement en morceaux. Il y en a 3. Il y a les glucides dont on vient de parler. C'est tout ce qui est amidon, féculent, mais aussi tout ce qui est sucre. Les lipides, c'est tout ce qui est gras. Puis les protéines, c'est les blocs de construction. Les protéines sont faites, c'est des structures de ce qu'on appelle les acides aminés. Et chacun des acides aminés va avoir un rôle dans mon corps, principalement blocs de construction, mes muscles, mes os, mes tendons, tout ça, mes cheveux, c'est les protéines. Je suis fait de protéines. Mais je vais aller plus loin que ça. Toutes mes enzymes, c'est des protéines. Alors, toutes les petites molécules dans mes cellules qui font des réactions chimiques, c'est des protéines. Mes neurotransmetteurs, mes messagers du cerveau, c'est fait à partir d'acides aminés. Écoute, bon, et puis l'huile là-dedans, les bons gras, ça va faire en sorte que tout marche bien. Bon, les gras sont 2 choses. D'abord, un carburant. C'est ce qui me permet de faire de l'énergie, c'est ce qui me permet de faire le reste. Tu sais, mes enzymes dont je viens de parler, pas d'énergie, ils ne marchent pas. Ben oui. Tu sais, ta voiture, il n'y a pas d'énergie, elle ne marche pas. Qu'elle soit électrique ou au gaz, tu enlèves l'énergie, elle ne marche pas. Alors, ça, c'est la base. La deuxième partie, ce que les glucides n'ont pas, c'est aussi des blocs de construction. Tes cellules, toutes les membranes de toutes tes cellules, c'est du gras. Ton cerveau, 65 à 70 gras. Tu sais, le gras, c'est aussi des hormones. Estrogène, testostérone, progestérone, cholestérol, c'est du gras. Okay. Alors, c'est là où on a vu depuis les années 50, okay, une vision du monde à laquelle on a vu, enfin une théorie, mais ça de même. Puis on a voulu faire en sorte que le monde se colle dessus.
Et cette théorie-là, bon, ceux qui ont bouquiné vont penser à Ancel Keys, mais moi, je vais aller une étape avant lui. Et M. Hess, si ma mémoire est bonne, président de la recherche, la Fondation pour la recherche sur le sucre, de Sugar Research Foundation, qui est un beau grand mot pour un lobby, qui a développé un concept en laboratoire, qui ont publié dans une conférence en 1954. Et le concept, c'est la diète faible en gras. Le but avoué, c'est d'augmenter les parts de marché du sucre et des glucides. Et depuis ce temps-là, on a un paquet de chercheurs, médecins et autres qui ont tenté de prouver ça, que ça marche. Et oui, il y a des recherches qui montrent que faible en gras, ça donne tel. Mais à long terme, tu t'en vas dans le mur. Parce que tu as oublié la physiologie de base. Le corps humain mange toutes sortes de choses. Puis quand tu vilipendes un des groupes, ben, qu'est-ce que tu fais? Si tu manges moins de gras, qu'est-ce que tu fais? Tu manges plus de glucides. Ils ont fait raison, là. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, résistance à l'insuline, embonpoint, diabète. Et tout le guide. Ben oui! Parce que les bons gras vont couper la faim. Si absolument! Quelqu'un qui a toujours faim, puis quelqu'un qui a la peau qui craque, tout ça. Tu nous avais référé à une docteure à un moment donné en Angleterre pour savoir si on. Dr. Myhill. Oui. Ben, vers quel supplément aller? Ben, en fait, l'idée, c'est que ce qu'elle a fait sur son site, c'est un tableau des symptômes qui correspondent à des carences. Parce que souvent, tu vas avoir la carence et les symptômes. Là, mais ils se ressemblent tous. Fait qu'elle a fait l'inverse. Puis les vieux médecins, là, avant la grande science des années de mon monde, mettons le bonhomme qui a pratiqué dans les années 40, il n'y avait pas tous les tests qu'ils ont aujourd'hui. Fait qu'est-ce qu'il utilisait? Son gros bon sens, puis là, constatait des choses, puis ce qu'on enseignait dans les écoles de médecine depuis Claude Bernard en France, c'était vraiment ça. Ça fait, OK, puis là, ça a changé, bon, la science est apparue, puis tout. C'est-tu mieux pas? Je sais pas. Et les gens réalisent que, tu sais, qui ont eu toujours la peau sèche, des problèmes de peau, des problèmes tu sais, peu importe, là. Et là, on voit, ben ça peut être un manque en bon gras. Et les absolument! Et tu sais, je t'avais posé des questions pour nos ados, tout ça, puis tu avais parlé aussi que les oméga étaient bons pour la concentration. Absolument. Mais là, OK, si tu veux t'amuser un petit peu, l'alimentation, toujours dans le même monde du guide alimentaire qu'on nous a poussé, on nous a dit très souvent, les polyinsaturés, les huiles, vont être utiles pour prévenir la maladie cardiaque. Un, c'est pas vrai. Deux, on se basait sur une chose. C'est que l'huile de maïs, l'huile de soya, les polyinsaturés oméga 6 vont faire baisser ton LDL. C'est très vrai. Le problème, c'est que baisser le LDL ne donne rien et voire même augmente les problèmes. Puis ça, on l'a vu dans plein d'études, ça ne sert à rien. Et en même temps, toute notre alimentation occidentale est nourrie avec ça. Depuis la façon horrible de nourrir les bêtes au maïs et au soya avec toutes sortes d'horreurs, jusqu'à... Bêtes qu'on doit dégazer, ce sont des productrices agricoles qui m'ont dit ça. Ils ont tellement transformé leur alimentation, comme nous, qu'on doit les dégazer et mettre des tuyaux dedans. On est tout à fait d'accord. Puis ça, c'est le moindre de nos problèmes. Il y a tellement pire que ça. Toujours est-il que, bon, il s'appelle Guillaume. En tout cas, c'est un chercheur américain, mais qui a un nom français, qui a colligé des recherches sur la proportion des oméga 6 dans nos cellules. Théoriquement, nos polyinsaturés 3 puis 6 devraient faire un quart à peu près, 25 ensemble. Bien, tiens-toi bien, les oméga 6, depuis le début qu'on les mesure, parce qu'avant ça, on n'était pas capable, alors quelque part dans les années tranquilles, on commence à mesurer, puis là, on voit la proportion dans le corps humain, on est rendu à 21 d'oméga 6. Ça, c'est pro-inflammatoire, c'est pro-cancer, c'est pro-résistance à l'insuline, c'est pro tout ce que tu voudras. Quand on devrait avoir un équilibre 3-6, si j'ai 25 comme total, quand j'en ai 21 de l'autre, j'en ai passé du 3. Parce que 3, retirer de l'alimentation parce que c'est instable, parce que ça rancit, parce qu'on ne mange pas les sources de 3, on ne mange pas assez de poissons, on ne mange pas assez de noix, on ne mange pas assez de graines. Et les 3, c'est anti-inflammatoire. OK. C'est que les 3 et les 6 sont nécessaires. Je devrais avoir un équilibre. Parce que c'est ça qui me génère différentes voies métaboliques, les messagers pro-normalisateurs ou anti-inflammatoires. OK? J'ai toujours 3. Le corps travaille en équilibre. Et donc, si tu as trop de 6, tu es trop pro-inflammatoire. Pas assez de 3, ben, tu n'as pas assez pour compenser ça. En changeant ton équilibre, tu redécouvres un monde où l'inflammation joue son rôle. Exemple, tu t'es blessé, tu as besoin d'inflammation pour augmenter la part de sang, mais à un moment donné, ça résout. Mais si tu as trop de 6, ton inflammation monte, elle reste là. Inflammation chronique. Et c'est là où il faut
consciemment regarder ça. L'industrie va vers des aliments qui sont faciles, stables, désodorisés, etc. Pourquoi tu penses qu'on met de l'huile minérale dans certaines confiseries? Parce que c'est stable, ça ne bougera jamais. Alors que des bonnes huiles vont s'oxyder, tu sais, c'est donc, OK. Oui, ce qui est bon, alimentairement parlant, ce qui est bon a une durée de vie. À un moment donné, c'est plus bon. Exactement. OK. Là, il y a quelqu'un qui a demandé, parce que dans l'émission, tu sais, on parle de flore intestinale et de, tu sais, tu parles de barborique et à un moment donné, tu fais, tu sais, comment, moi, je vous pose la question, comment savoir si on a une bonne flore intestinale. Puis là, à un moment donné, tu amènes le test de la bicarbonate de soude. OK. Et... C'est un test qui est controversé. OK? Mais le principe, c'est qu'un estomac, c'est acide. Tu as de l'acide chlorhydrique là-dedans, c'est acide. Par contre, arrive l'âge, les médicaments, les conditions, les problèmes de microbiote, ton estomac est moins acide. Une façon d'aller vérifier de façon empirique, OK, c'est loin d'être mesurable précis, c'est de prendre un verre d'eau à jeun dans lequel j'ai mis une bonne cuillerée de bicarbonate de soude, de petite vache au Québec. Tu brasses ça, et là, dans les minutes qui suivent, c'est un estomac acide, tu vas te taper un roux, là, pow! Pourquoi? Parce que bicarbonate de soude et acide chlorhydrique ensemble, ça fait CO2. Tous ceux qui ont fait de la chimie enfant avec la petite vache et du vinaigre qui fait sauter une petite... Ça, c'est la même réaction. Tu fais des bulles. On fait la même chose dans l'estomac. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai eu une cliente comme ça récemment qui a fait le test. Elle dit rien. Rien. Pas de roux, rien. Ben, tu as proposé du jus de citron. Je propose du jus de citron à jeun le matin, oui, puis je vais proposer de la bétaïne, puis j'ai toute une approche pour aider, repartir ton estomac pour qu'il commence à faire la job et digérer comme il faut. Tu sais, donc quelqu'un pose la question, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas? Donc peut-être prendre une consultation, Jean-Yves. Bon, quand tu tombes, là, on tombe vraiment à la limite entre je m'auto-traite, je m'auto-diagnostique, même si j'aime pas le mot, et je vais chercher l'information correctement. Parce que si tu vas sur le web, tu vas trouver tout puis son contraire. Et là, moi, j'aime beaucoup les gens qui font les premiers pas, qui font leurs devoirs, puis qui m'arrivent avec des questions. Là, j'ai du fun, parce que moi, j'ai juste à débroussailler. Plutôt quelqu'un qui ne connaît rien du tout, où là, OK, il faut que j'enseigne la base. C'est plus long. Je n'ai pas de problème, mais c'est plus long. Tandis que quelqu'un qui fait ses devoirs, ben, arrive, hey, ça ne marche pas, là, je ne comprends plus. Ah, j'ai du fun. Parce que là, j'explique. Ah, c'est ça que ça veut dire. Oui, telle affaire, c'est vrai, si et seulement si. T'as-tu le si et seulement? Non, OK, oublie tout ça. Puis là, on continue. Et là, c'est là où un test comme ça t'ouvre une porte de compréhension sur ton système digestif. Mais ce n'est pas une fin en soi. Non. Puis les outils, ben là, il faut voir, il faut individualiser, puis voilà. Donc, jydionne.com si vous voulez prendre une consultation avec Jean-Yves. Et c'est 1h30 de bonheur. Et toi, tu auras analysé avant ça les tests que vous avez. Les tests sanguins qu'on m'aura donnés, je fais tout ça avant, oui. Et Valérie Dussault aussi, mais elle va proposer des plans alimentaires. Donc, ce que toi, tu ne fais pas, puisque je ne fais pas ça. On est très, très complémentaires, elle et moi. Hein? On a une vision, puis vous le voyez dans l'émission, elle commence une phrase, puis je finis, là, ou vice-versa. Là. Oui. Mais elle, c'est vraiment une nutritionniste. Elle parle alimentation, elle a une formation en nutrition fonctionnelle, très axée sur le microbiote. Elle en connaît des grands pans que je ne connais même pas. OK? C'est clair, c'est son monde. Moi, j'ai une approche plus physiologie, pharmacologie, mais physiologie, comment ça marche, puis c'est là où on se rejoint. Et puis souvent, on s'envoie des patients. Tous les deux, vous comprenez très bien aussi la supplémentation. Hey, vous êtes des références. Hey, Valérie a fait une maîtrise là-dedans. Là, et c'est là où, parce qu'on était un peu perdu, là, on commence à comprendre qu'il y a des vitamines qui sont essentielles. Et c'est ça que, tu sais, quand quelqu'un disait, bon, notre métabolisme ralentit avec le temps, mais il n'est pas obligé de ralentir. Donc, la supplémentation va venir aider. À ce niveau-là, si tu parles juste de maintenir, voire améliorer ton métabolisme avec l'âge, tu as plusieurs facteurs. Un, les proportions de ton assiette. Là, je vous amène dans un concept en anglais, c'est Diet Induced Thermogenesis, la thermogénèse induite par l'alimentation. Alors, si tu manges très nord-américain, riche en glucides, riche en mauvais gras, pauvre en protéines, ou même riche en protéines, mais riche dans les deux autres, tu manges trop, ton métabolisme va graduellement ralentir, puis tu vas te mettre à prendre du poids année après année, puis tu vas être capable de le perdre. Pour changer ça, c'est là où on va baisser les glucides, on va changer les proportions des gras pour avoir du bon gras oméga 3 saturé, mais moins de 6, surtout pas d'oxydation.
puis assez de protéines pour maintenir ta masse musculaire. Et c'est là où les protéines alimentaires ont un coût énergétique, 25% de tes calories, qui fait que ton métabolisme augmente. Ha! C'est pour ça que les régimes riches en protéines, ça marche. Ça marche pas longtemps, mais ça marche. Donc, ça marche pour la masse musculaire, mais ça prend aussi la place du gras. Donc, si on se met à manger un peu plus de protéines, notre métabolisme s'active, on a envie de plus bouger. Oui, juste là, je te suis. De là, ça prend la place du gras, je suis pas d'accord. Là. OK. Faudrait qualifier cette chose-là. Mais ça, c'est la première chose. Ton assiette. OK, je vais reformuler. C'est que tu as déjà dit qu'en prenant des protéines, on pouvait développer une masse musculaire même si on ne s'entraînait pas. Toi et moi, on est des serpents. On veut s'entraîner puis on en parle tout le temps. Oui, mais la différence que j'ai dit, c'est que si tu as une carence en protéines, ce qui est fréquent, et surtout chez les végés, parce que les protéines végétales sont plus difficiles à absorber, tu vois des gens qui sont en carence de protéines, pas beaucoup, juste un peu, longtemps, puis tu les vois vieillir, puis la masse musculaire baisse, la posture change, le niveau d'énergie change. Tu fais juste remettre la proportion des protéines à sa place, puis là, tu vois, hop, sans faire d'exercice. Tu ramènes vers la normale. Ton pendule revient vers l'équilibre. Je comprends bien. OK. Bon, l'autre aspect dans l'alimentation, puis là, c'est là où toi, tu es la grande championne de ça, les polyphénols, les couleurs alimentaires. OK? Tu as des polyphénols qui sont des activateurs. La fisétine que tu retrouves, la quercétine que tu retrouves, les légumes verts, les oignons rouges. Et là, ça, quand tu augmentes la proportion de ça, ça a un effet activateur. Il y a des deux nutritionnistes anglais. J'avais écrit, vraiment, ça, ce sont mes notes pour aujourd'hui. J'avais écrit couleur. Je voulais ben oui! C'est là où l'alimentation industrielle nous tue. Ils ont enlevé tout ce bout-là. Tu sais? OK, donc, protéines, parce que même, tu sais, on voit souvent des personnes qui avancent dans le temps et qui mangent de la giblotte. Donc, et même qui se font dire, attention, de manger du cuit, du recuit. En tout cas, c'est une partie que je ne comprends pas. Bon. Mais donc, ajouter des protéines, ajouter des couleurs et peut-être se supplémenter. Donc, voir. Oui, ben c'est ça. Si tu parles de métabolisme, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être intéressantes. Juste la caféine de ton café puis de ton thé va stimuler ton métabolisme jusqu'à un certain point. Puis c'est toujours des petits morceaux du casse-tête. Il n'y a pas une affaire, fais ça, ça marche. Non, c'est tout un paquet de petites choses, c'est de la dentelle. OK. Oui, vas-y. La L-théanine, c'est parce que tu as parlé du thé. La L-théanine, tu m'as déjà parlé de ça pour réduire, pour s'adapter au stress. L'effet. Donc, est-ce que c'est compris dans le thé ou s'il faut aller le chercher en molécules? Ben, ça dépend toujours ce que tu veux. Puis là, tu tombes sur la notion de dose alimentaire versus dose thérapeutique. Alors, la boisson qui en contient le plus, c'est le thé blanc. OK. OK, le thé blanc, c'est la même plante. Hein? Thé noir, thé vert, thé blanc, c'est la même plante. Camellia sinensis, c'est la même chose. C'est juste pas la même partie de la plante ou le même temps de récolte. Mais ceci étant dit, la théanine a un effet calmant. Un effet un petit peu antagoniste de la caféine. Okay. Et quand tu as dans le thé, tu as aussi un peu de caféine. Et c'est là que le thé blanc te donne un petit effet calme, un peu zen, concentration. C'est ça que ça sert. Alors, si tu veux utiliser l'effet calmant, l'effet zen, bien là, les doses thérapeutiques sont plus ce que tu as dans une tasse. Tu es à 200-250 mg. Une tasse, le meilleur thé blanc va t'avoir 40 mg dans ta tasse. Tandis que là, tu veux te monter à 200-250. On n'est pas dans le même monde du tout. Okay. On est plus dans le monde de l'anxiété de performance, le stress. On n'est pas dans le métabolisme, on est ailleurs. OK. Là, c'était pour. Tu m'avais parlé de cet élément-là pour les ados, encore une fois, pour les aider à rester calmes. C'est une des choses qu'on peut faire. Moi, je commence, avant d'aller dans l'intervention, je vais parler alimentation. Je vais parler, est-ce que tu as trop de glucides? Est-ce que tu as des colorants alimentaires? Est-ce que tu as assez d'oméga 3? Est-ce que tu as assez d'oligo-éléments? Il y a toutes sortes de choses qu'on regarde avant de dire on va prendre un truc qui va te calmer. Est-ce que c'est vrai que quand on est stressé, on perd du magnésium? Entre autres. Le magnésium qui est homologué pour d'autres choses, ça peut aider des gens à se calmer et à bien dormir. Oui. Oui. OK. L'exemple typique, c'est des gens qui ont les jambes, les impatiences dans les jambes, les jambes sans repos. Essayez donc de prendre du magnésium, vous allez m'en parler après. Wow! Mais revenons à ton métabolisme. Oui. Je voudrais qu'on finisse ce sujet-là. Oui. On a parlé de l'assiette. Il y a d'autres choses qui vont aider ton métabolisme à s'activer. Tu as parlé de l'activité physique.
Oui. C'est la grosse base. Si tu n'utilises pas ton corps s'atrophie. C'est sûr que quand tu as 16, 20, 30, ça va la vie. Mais quand tu as 40, 50, 60, 70, ben là, la pente est en descendant, puis elle va de plus en plus vite, le moins tu fais quelque chose. Alors, il faut bouger, que ce soit de la musculation, de l'activité, jouer avec ton chien, avec tes enfants, tes petits-enfants, bouge. Ton corps est fait pour bouger. Plus tu bouges, plus ton métabolisme. Puis le dernier point, mais là, c'est ma petite marotte, on en a parlé assez souvent, c'est si tu veux augmenter la thermogénèse, adapte-toi au froid. Et c'est la douche froide, c'est le bain froid, c'est juste jouer dehors, bien habillé. Parce que, tu sais, tous les Québécois, tous les Nordiques, on le sait, au mois d'octobre, il fait +1, +2, on gèle. Au mois de mars, il fait -5, puis tu es de bonne humeur, puis tu sors dehors en T-shirt. OK. Et tu as écrit un super bel article sur ça, que le froid, les bains de froid vont transformer notre graisse blanche qu'on ne veut pas et qu'on souhaite éliminer en graisse brune. Qui est active, qui a comme rôle de protéger, d'augmenter le métabolisme et garder la chaleur. Oui. Bon, juste deux petites questions. Les germinaisons, tout ce qui est germé, ça devient des protéines? Bon, il y a un changement dans la graine comme telle. Quand elle germe, elle va créer des structures. Et oui, il y a une augmentation du taux de protéines. Puis d'ailleurs, on l'a mesuré dans la graine de lin, on l'a mesuré dans les légumineuses. On voit plus, puis dans certains cas, c'est paradoxal parce qu'on voit plus de minéraux. Mais en termes nutritionnels, elle est plus dense. Les germinations sont des meilleures sources de protéines que la même graine sèche. OK. Puis, vitamines liposolubles. Oui. Pourquoi ça va être important? Donc, ça, c'est les liposolubles, c'est... ADEK. ADEK. Ah, OK. Vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K. C'est des liposolubles qui se dissolvent dans les gras. Puis dans les huiles. La C puis la B. C'est des hydros dans l'eau. OK. Alors, règle générale, les hydrosolubles, tu ne les stockes pas, tu les flushes. Tu en as besoin, mais tu n'as pas de réserve ou très peu de réserve, à une exception près, la B12 qui, elle, se stocke au foie. Les autres, t'en prends tous les jours. Les liposolubles, ton corps a la capacité de faire des réserves dans les tissus graisseux, au niveau du foie, des tissus graisseux, un peu partout. A, D, E, K. Et la question, c'est, encore là, je n'ai peut-être pas besoin d'une dose tous les jours, mais j'en ai besoin fréquemment parce que mon corps en a besoin, les utilise. Ma marotte, la vitamine D, qui chez les Nordiques est trop basse, elle a des rôles hyper nombreux depuis. Vitamine D, calcium, os. Oui, c'est vrai, mais vitamine D, immunité maladies infectieuses, immunité cancer. Elle a un rôle pour la gestion de l'inflammation. Il y a un lien direct inverse, entre le taux de vitamine D sanguin et la propension ou la prévalence des maladies auto-immunes. Alors, plus tu as de vitamine D, moins tu as de maladies auto-immunes. Ce n'est pas 100%, mais c'est un des facteurs. Alors, la vitamine D, là, c'est le jargon scientifique, c'est pléiotropique. Elle agit à plein de places dans mes cellules. Pléiotropique. Oui, pléiotropique. Allez voir ce que ça veut dire. Okay. Merci. C'était fantastique. J'ai hâte à la semaine prochaine. Oui, jouez dehors, l'hiver. Habillez-vous chaudement, mais allez dehors parce que c'est bon pour la santé, puis c'est bon pour la tête, pour le moral. Puis allons jouer dehors. Merci, Jean-Yves. Tu es extraordinaire. Merci pour ton temps. On l'apprécie. Bonne semaine. Merci à tout le monde. Bonne semaine. Bye.